C'est ce que je dis. Voilà, c'est pas parce qu'on sort de l'Europe que ça va aller mieux. Et n'oublions pas, donc, comme je disais, l'Europe est un bouc émissaire. Tout ce qui se passe, alors, vous avez remarqué que même des politiques français, quels qu'ils soient, c'est la faute de Bruxelles. C'est la faute de Bruxelles. Donc voilà, c'est à chaque fois, c'est la faute de Bruxelles, alors que c'est leur propre. Non, si la France, si les dépenses publiques françaises sont les plus élevées, les prélèvements obligatoires, c'est pas du tout la faute de Bruxelles. Alors, vous savez, Bruxelles, c'est comme dans les blagues avec j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Bruxelles a imposé, et la France n'aurait jamais fait, des politiques, la concurrence. Dans les télécoms, dans l'aérien, dans le ferroviaire, transport, etc. Voilà, plein de choses. La France n'aurait jamais fait ça, attention. Oui, clairement. Clairement. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Lecossin, directeur de l'IREF, Institut de recherche économique et fiscale, qui est un think tank ou une boîte à idées, une institution de recherche privée, si vous préférez, qui défend une forme de libéralisme ou de libéral-conservatisme, mais qui essaie surtout de faire la promotion très concrètement au travers de propositions et qui s'adresse notamment au milieu politique, au milieu des décideurs en général, mais aussi, bien sûr, au grand public. Donc c'est l'occasion pour moi d'avoir son regard d'abord d'une personne expérimentée dans le milieu libéral français, puisque ça fait un certain nombre d'années qu'il a été dans diverses institutions liées aux idées libérales, d'avoir aussi le regard de quelqu'un qui est né de l'autre côté du mur de Berlin, qui a grandi en Europe de l'Est, en Roumanie, ce qui est toujours intéressant, en particulier pour les jeunes générations qui n'ont pas du tout connu ce monde-là. Et on va donc discuter de l'état de la France, des réformes à accomplir et surtout de la manière dont l'IREF, avec d'autres, essaie de peser sur ces décisions de politique publique. On va donc voir quelles ont été les principales avancées pour les idées libérales au cours des dernières décennies, quels sont les prochains chantiers et les motifs d'espoir. Nous traiterons de problématiques de fond comme les pour et les contre de l'appartenance à l'Union européenne, mais aussi de problématiques d'une actualité plus récente telle que la guerre en Ukraine. Cet entretien a été enregistré à Paris dans les locaux même de l'IREF au mois de novembre 2022. Je vous invite d'ores et déjà à aller sur le site fr.irefeurope.org pour découvrir toutes leurs activités. N'oubliez pas de retrouver toutes les informations utiles en description d'épisode. Je vous retrouve juste après. Nicolas Lecossin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IREF, Institut de recherche économique et fiscale. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette institution qui est un think tank, donc un laboratoire d'idées ? Alors, c'est ce qu'on appelle effectivement un think tank, un laboratoire d'idées et d'action. C'est un peu difficile de traduire littéralement cette expression parce que un think tank doit agir aussi. Oui, il fait des propositions en tout cas. Exactement. Et c'est un institut qui a été créé en 2002 par un groupe de personnes de la société civile, dont Jean-Philippe Delsol, qui est aujourd'hui le président, et qui s'est développé au fur et à mesure. Moi, je suis devenu directeur en 2009. D'accord. Donc pour les auditeurs qui connaîtraient pas le monde des think tanks, la particularité c'est que on y fait de la recherche un petit peu comme on ferait dans les universités, mais avec un but plus précis, c'est-à-dire une recherche plus orientée vers, qui sont en tout cas dirigées par certaines valeurs. Donc on peut dire que l'IREF est un think tank libéral tout court, ou est-ce qu'on peut ajouter des adjectifs Alors, c'est un think tank libéral en économiquement, et conservateur du point de vue sociétal. D'accord, donc c'est libéral conservateur. Mais sa grande particularité dès le début, donc dès 2002, ça a été que c'est un think tank, c'est un institut européen. C'est un institut européen, donc avec un site qui était en 3 langues différentes, allemand, anglais et français. Aujourd'hui, c'est seulement l'anglais et le français. Ce qui faisait de nous, ce qui fait toujours de nous, quand même, un institut original qui ressemble un peu au think tank américain, qui ont des sites ou des sites en plusieurs langues, dont l'espagnol surtout là-bas aux États-Unis. Et on est un peu fiers de ça, parce que le fait d'être européen
nous donne encore plus de crédibilité. Oui, puis une perspective, on peut comparer par rapport aux autres pays. Je pense que c'est aussi une des forces de l'IREF, c'est de pouvoir dire, regardez, dans tel pays à côté de chez nous, ils ont fait comme ci ou comme ça, parce que vous avez en fait un réseau aussi de gens qui sont installés dans ces pays voisins de la France ou en Europe de l'Est Tout ou à ailleurs. fait. D'ailleurs, des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont français, bien sûr, mais ce sont des gens des universités et des sociétés européennes, allemandes, italiennes, britanniques, suisses, donc qui apportent leurs compétences et qui nous donnent la possibilité, comme vous venez de le dire, de faire des comparaisons, ce qu'on appelle le benchmarking. Donc, on compare l'économie française, les entreprises, les chiffres et les statistiques avec les autres pays. Ça, on adore faire ça, nos lecteurs aussi, les journalistes français aussi. Eh oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des sujets où le libéralisme a progressé en France? Parce qu'on va venir ensuite sur tous les sujets où ça laisse à désirer, mais peut-être commençons par un peu d'optimisme. Est-ce que quand même il y a eu quelques victoires libérales et est-ce que l'IREF d'ailleurs en particulier a réussi à faire évoluer l'opinion sur certains sujets? Alors, je me permets de préciser que je travaille dans le milieu des think tanks, dans les think tanks depuis 96-97. Oui. Lorsque j'étais stagiaire dans un petit think tank, association think tank, Idée Action qui appartenait à la Madeleine, avec Henri Lepage aussi. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses sur les réformes libérales en Europe. Oui. Donc j'étais jeune à l'époque et puis je suis entré à la fin des années 90, 98 pour être plus précis, dans un autre think tank français, l'IFRAP, où je suis resté une bonne dizaine d'années. Et j'ai pu remarquer, donc, depuis cette période-là, qui est quand même assez lointaine, et jusqu'à aujourd'hui, effectivement une meilleure connaissance du libéralisme dans les médias et puis dans les milieux universitaires aussi. Et le fait que des sujets qui étaient à l'époque tabous, comme la baisse des dépenses publiques, la baisse du nombre de fonctionnaires, la réforme de l'éducation nationale, du système de santé, à l'époque, on pouvait pas en parler. Très peu. On était considérés comme des excités extrémistes. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde en parle. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, je pense que la situation des finances publiques fait que on peut pas difficilement ne pas en parler. D'accord, donc ça, effectivement, l'atmosphère à l'époque, elle était vraiment très différente. C'est-à-dire, ne serait-ce que pour ce qui est des médias, si on avait un petit papier quelque part dans le Figaro, par exemple, on était très content. Aujourd'hui, aujourd'hui, on voit passer des tribunes de partout, parce que moi, je vois régulièrement de temps en temps vous passez sur Europe 1 ou sur des grands médias comme ça. Bien sûr, on n'est pas dans Libération ni l'Humanité, mais on est un peu partout. Donc, c'est un progrès extraordinaire. Si vous voulez, je pense qu'on a gagné pas mal de batailles dans le monde des médias. Des idées, un peu moins sur le terrain politique de l'application vraiment concrète des réformes. Alors qu'avant, à la limite, il y avait un certain nombre. Enfin, moi, je me souviens, il y a une quinzaine d'années ou ce genre de choses, il y avait encore une génération d'hommes politiques qui se revendiquaient vraiment du libéralisme. Justement, vous avez cité à la Madeleine, et qu'il y en avait quelques autres, qui n'ont pas toujours réussi à faire des réformes, mais qui en tout cas voulaient les faire et pousser explicitement dans ce sens. Alors que là, finalement, ce que vous me dites, c'est qu'on a progressé au niveau médiatique, mais on n'a plus beaucoup de relais politiques directement libéraux. Alors, on a beaucoup travaillé avec les politiques dans les années 2000 avec Sarkozy. D'ailleurs, au début, qui a d'ailleurs fait quelques réformes. Quelles ont été les meilleures réformes de Sarkozy? Alors, pour vous dire, donc, moi, je me rappelle, donc, 2006, donc, avant l'élection de 2007, on a beaucoup travaillé avec ses conseillers et la fameuse loi TEPA, du mois d'août 2007. Alors moi je me souviens plus de ce qu'était la loi TEPA. Là c'était une loi sur le travail, l'emploi, le changement économique en France. On a fait passer des réformes sur les
la réforme de pouvoir investir dans les entreprises plus facilement, avoir des déductions fiscales. C'était la baisse des nombres de fonctionnaires, de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. Voilà, c'était quelques petites réformes. Est-ce que ça a été bien fait d'ailleurs, cette histoire de non-remplacement des fonctionnaires? Parce que j'ai l'impression que quand on cherche un objectif de non-remplacement, mais sans dire dans quel secteur il faudrait en garder plus et dans quel secteur il faudrait en garder moins, est-ce qu'ils les ont supprimés là où il le fallait, ou est-ce qu'ils ont tiré à côté? Au début, oui. Au début, ça a été fait. Ça a été fait surtout dans le domaine de la défense, ce que reprochent beaucoup les militaires aujourd'hui. Voilà, oui, c'est ça. Alors donc ça a été fait, mais ça a été fait. C'est-à-dire que si vous regardez la courbe, d'ailleurs, on va publier un article demain matin. Je le mettrai en lien pour les auditeurs. Voilà, il faut le mettre dans le lien. Si on regarde la courbe de la masse salariale de la fonction publique, on voit donc une hausse depuis les années 80, très 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 forte. Et on voit quand même, pendant la présidence de Sarkozy, un léger, un vrai infléchissement. Et puis après, ça reprend, bien sûr. Mais donc, c'est effectivement, il y a eu quelque chose. Malheureusement, Sarkozy, à la dernière année, surtout avant la crise financière. Avant la présidentielle, il est devenu... moi, je voulais dire que, après ces premières bonnes réformes, ces réformes qui allaient dans le bon sens, souvent, ce qui a été dit, c'est que il n'a pas pu réformer plus parce que la crise financière a obligé l'État à massivement intervenir pour sauver l'économie, etc. Ouais, ça a été un prétexte, mais moi je pense qu'il a été aussi influencé par ses conseillers qui sont souvent énarques, inspecteurs des finances. Et il a rien ne l'obligeait de changer son discours. Il faut pas oublier son discours en 2011 était devenu un discours socialiste. Il fallait taxer les riches, il fallait taxer les entreprises. Ouais, c'est souvent comme ça en France. D'ailleurs, ça commence bien. Enfin, moi j'ai même eu cette impression au sujet d'Emmanuel Macron, qui était beaucoup plus libéral compatible, on va dire, au moment de sa candidature et un peu avant, et a complètement viré depuis. Il a perdu le peu de libéralisme qu'il pouvait avoir dans son discours. Alors, cela dit, il y a une grande différence. Nous, on a été très méfiants à l'égard de Macron dès le début, parce qu'on voyait pas du tout les signes libéraux comme on a bien vu avec Sarkozy. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à relire ou à réécouter son discours à Toulon en février 2007 de Sarkozy. Je le mettrai en lien là aussi. Dans lequel il dit carrément qu'il faut changer de modèle social français, quoi. C'était la première fois que j'entendais ça. Et c'était vraiment un discours extrêmement fort de rupture. C'était un discours courageux, ce qui a fait d'ailleurs gagner les élections. Oui. Et moi, ce discours, j'aimerais le distribuer à tous les politiques qui veulent se présenter, parce qu'on voit très bien que avoir le courage pour ce qui est des réformes. Oui, ça peut payer. C'est une bonne transition pour ma question suivante, qui était comment est-ce qu'on arrive à inciter des politiques à appliquer des mesures qui ne vont pas dans leur intérêt, parce que souvent on est toujours plus populaire en proposant de dépenser plus qu'en proposant de dépenser moins. Donc pourquoi est-ce qu'ils auraient le moindre intérêt à faire des réformes libérales? Vous savez que c'est le dilemme des libéraux, l'histoire des politiques. On est obligé de travailler avec, parce que ce sont les élus du peuple, donc ce sont eux qui font passer les réformes. À défaut d'un autre système qui fonctionne mieux, que moi je ne connais pas, il faut faire avec. Donc on fait avec, et c'est vrai qu'ils doivent être réélus. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils comprennent pas de leurs échecs. Donc Sarkozy fait un discours, puisqu'on parlait de lui, il fait un discours libéral en février 2007, et ensuite il change de discours en 2011, il perd les élections. C'est pas étonnant. Donc on peut travailler avec des politiques. Oui, mais il les perd pas face à quelqu'un de plus libéral, il les perd face à Hollande qui proposait du socialisme montain, quoi. Mais lui, Sarkozy n'a pas eu le discours de 2007, c'est ça ce que je veux dire. Il a eu un discours étatiste. Et donc du coup, quand les électeurs ont le choix entre deux étatistes, dont un qui se renie, après, ils vont jamais voter pour celui qui se renie. Donc, ils votent pour l'original, si je puis dire ainsi. Bien sûr. Non, mais tout à fait. Et c'est le cas dans les autres pays aussi, hein. Le cas dans les autres pays. Donc, en France, on a continué à travailler sous Hollande avec des élus de l'Assemblée, surtout ce qu'on appelait le groupe Génération Entreprise.
qui était un groupe d'élus, de députés issus surtout du monde de l'entreprise ou du privé, et qui étaient plus ouverts à faire des réformes. Donc on s'est battu avec eux pendant toutes ces années, jusqu'à 2007, l'élection de Macron. Aujourd'hui, vous avez encore comme ça des relais, des contacts dans le milieu parlementaire ou des conseillers ministériels? Alors, tout d'abord, il y a eu le moment 2017 qui est un moment extrêmement important que jusqu'à présent, je n'ai pas vu beaucoup de livres qui analysent comme il faut ce moment, parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Macron a siphonné, la gauche a siphonné le Parti socialiste, et il a aussi attiré des gens de droite, de centre-droite. La droite se prend une raclée face à un inconnu. Bon, il faut dire qu'il y a eu le scandale Fillon, que nous avons soutenu et qui a repris dans ce programme beaucoup de nos propositions, comme Sarkozy. Donc ça a été un énorme. C'est d'autant plus décevant que le problème vienne de la personne, parce que, enfin, pour ce que j'ai suivi du scandale, même s'il a été instrumentalisé, lancé au bon moment, etc., c'était quand même pas exemplaire, surtout quand on donne des leçons sur, imagine-t-on, le général de Gaulle mis en examen, et maintenant, quand on a découvert plus récemment aussi qu'il était payé par la Russie, je pense qu'on peut le dire sans grand risque, c'est vraiment d'autant plus dommage d'avoir un bon discours qui est porté finalement par la mauvaise personne. Tout à fait. Donc on a été extrêmement déçus, pas autant par la personne que par la situation, alors que il aurait probablement gagné. Il aurait pu. Il avait le courage, vu le score qu'il a obtenu, même avec toutes ces casseroles et les affaires, il aurait très probablement gagné. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc la droite se prend une fessée et on voit même beaucoup d'élus de ce groupe à Génération Entreprise faire du macronisme, commencer à faire du macronisme. Et du coup, on les rencontre et ils nous disent, oui, mais attendez parce qu'il va faire des réformes, attendez parce que ça va être bien pour les entreprises, attendez parce que c'est quand même quelqu'un qui dit une chose et fait une autre, et on n'a pas pu faire grand-chose avec eux. Et on voit les résultats, donc ça s'est pas vraiment passé comme cela, et il n'y a pas eu vraiment de travail avec les élus, sauf avec quelques sénateurs surtout, qui ont plus de courage, et de toute façon les sénateurs ont souvent plus de courage que les députés, pour travailler, organiser, faire des auditions, voilà, c'est un peu cela. D'accord. En général, est-ce que le personnel politique et le personnel qui grenouille dans les cabinets ministériels, etc., est-ce qu'ils sont demandeurs de solutions, je dirais pas toutes faites, mais en tout cas de solutions concrètes? Est-ce que parfois ils sont dans la situation, ils voudraient réformer, mais ils savent pas trop comment, et donc ils s'adressent à des instituts comme l'IREF qui peuvent les aiguiller sur des propositions plus faisables, plus concrètes? Certains s'adressent. Il y en a qui me disent... on est embêté parce que notre seule source d'information, c'est l'administration. Donc c'est biaisé quand même. Ils s'adressent, mais ils n'ont pas le réflexe des élus des autres pays. Moi, je suis allé aux États-Unis et j'ai vu, aussi au Royaume-Uni, et j'ai vu comment travaillaient les think tanks là-bas. Alors quelles sont les différences justement? Les différences sont énormes parce que d'abord aux États-Unis, ils ont les think tanks sont des énormes machines, des buildings. Ils sont 400 dans un building. Ils ont un budget de plusieurs dizaines de millions de dollars et ils travaillent avec un matériel extra performant pour faire de leurs calculs statistiques. Et les élus s'adressent à eux, mais les élus s'adressent à eux aussi parce qu'ils ont des moyens pour s'adresser à eux. Un sénateur américain, $1 million budget, et il peut dire, m'appeler Nicolas Legossin, j'aimerais une étude sur l'impact de la dernière réforme fiscale, la dernière taxe mise en place par Bercy. Et il m'envoie, il me paye pour cette étude, ce qui est tout à fait normal. Il y a rien d'illégal. De toute façon, c'est un travail. Pour que le travail soit sérieux, mais ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Ils ont une équipe pour ça. Ils font ça. Donc, ils ont les capacités. En même temps, en France, on critique souvent le fait que le personnel politique est surpayé. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait donner une enveloppe supplémentaire aux députés? Ils sont privilégiés, mais ils sont pas mieux payés que dans les autres pays. Ils ont quelques enveloppes. Le scandale en France, c'est surtout le fait qu'ils aient embauché des membres de leur famille
Oui. Ça a été le cas de Fillon d'ailleurs, Oui. et qu'ils aient des avantages retraite surtout, mais Oui, c'est plus des statuts intéressants. ils sont pas mieux payés que les Ouais. élus allemands, britanniques ou américains. Les Américains sont très très bien payés, donc on les laisse à part. Ils ont des gros budgets pour travailler, ils ont des équipes chaque élu a une dizaine de personnes. Enfin, c'est énorme quoi. Ouais. C'est un sénateur américain, un pouvoir énorme. Il suffit de voir, j'ouvre une parenthèse, enfin c'est pas une parenthèse, c'est lié à ce qu'on vient de dire, les séances des commissions d'enquête du Sénat américain. Oui. C'est impressionnant, ouais. c'est impressionnant. Ils rigolent pas, c'est un peu dire ainsi. Ouais, non, ça c'est vrai que on l'a beaucoup moins en France quand même. On le voit dans les films, mais on peut les voir sur YouTube. Ah, mais même c'est vrai, moi j'ai vu à propos des GAFA, à propos de différentes, il y a eu différents sujets comme ça où ils ont réuni des commissions d'enquête, ou même peut-être sur l'assaut du Capitole le 6 janvier. Enfin, c'est des choses qui prennent très au sérieux et ils le traitent avec de gros moyens. Ouais. Mais moi, je vous parle aussi tout ce qui est lié aux dépenses publiques. Il y a des séances où moi je vois régulièrement le patron de la Fed, par exemple Jérôme Powell, qui doit s'expliquer et vraiment il passe au grill devant les députés. Il passe sur le grill. J'ai vu ça aussi au Royaume-Uni où un directeur d'administration aux États-Unis, un directeur doit s'expliquer sur le budget qu'il reçoit et qu'est-ce qu'il sait que ses dépenses, gaspillage, voilà. Ouais. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la France. Qui les élus, je répète, on critique souvent les élus, n'ont pas suffisamment de moyens pour travailler dans ce sens-là. Est-ce que c'est plus dans la culture américaine aussi de mieux financer les think tanks? Ou si je pose la question autrement, d'où viennent les financements des think tanks américains et est-ce que c'est une structure de dons comparable à celle des think tanks français entre gros donateurs, petits donateurs, entreprises, particuliers, etc. Alors, c'est vraiment un autre monde, les think tanks américains. Alors, je tiens à préciser, et j'insiste sur ce fait, l'IREF ne reçoit pas d'argent public, que de l'argent privé, que des dons privés. Oui. Un think tank qui reçoit l'argent public, c'est pas sain. Parce qu'il peut pas faire un vrai travail indépendant. En tout cas, pas un travail indépendant de l'État. Maintenant, pour les financements privés, on pourrait vous dire, vous êtes dépendant aussi des intérêts des gens qui vous financent. Donc, comment on fait pour rester indépendant de la part des entreprises privées? C'est sûr que si vous avez un représentant de Total qui vient me voir et qui me dit voilà un chèque d'1 million d'euros, je serais très embêté parce que même s'il me demande rien, on pourra me le reprocher. Bon, c'est pas le cas, hein, mais même s'il me demande rien, on pourrait me dire, voilà, vous avez reçu un chèque d'1 million d'euros de la part de Total. Alors, tout d'abord aux États-Unis, c'est la transparence totale. On sait qui sont les donateurs des think tanks. Vous savez ceux qui donnent l'argent aux politiques, comme vous le savez, ceux qui financent des politiques, il y a des règles, on est libre de donner, mais il y a des règles très strictes, il faut dire qui, comment, vous regardez tout ce qui est, c'est transparent total. Et c'est vrai que vous pouvez avoir des gros donateurs et des petits donateurs. Alors, l'avantage avec les petits donateurs, c'est que c'est un large éventail de donateurs, mais en même temps, il faut les renouveler. Le gros donateur, l'avantage, c'est que vous avez une grosse somme que vous recevez. L'idéal, c'est que ce soit des gens qui vous envoient parce que ce chèque parce qu'ils voient que vous faites du bon travail, mais qui se mêlent pas de votre travail. De toute façon, ils ont pas. Ou alors ils financent un projet en particulier qu'on peut lancer sur 2 ans, 3 ans. Tout à fait. Alors ils se mêlent pas de ce travail ce ne sont pas des entreprises. En France, des entreprises comme Total, L'Oréal, donc parce que je parlais de ça, ils ont leur fondation. Et ils auraient le droit quand même de financer les think tanks ou bien sûr, ils peuvent financer, ils peuvent mais c'est pas dans leur tradition de le faire. C'est pas dans leur tradition. Si vous voulez, L'Oréal et Total, ils ont leur propre fondation qui finance des hôpitaux. Oui, mais ça c'est plus pour leur image, on va dire. C'est pas tellement pour. D'accord, je comprends. En tout cas, c'est pas tellement pour aller soutenir des études qui montreraient des choses qui seraient dans leur intérêt. Donc. Alors, dans le cas des Américains, où c'est plus simple, par exemple, vous avez la fondation Ford ou fondation Bill Gates, qui n'a rien à voir avec le Microsoft ou avec les usines Ford. C'est la famille qui fait ça, il fait ce qu'il veut avec l'argent. Oui, bien sûr. Donc c'est la famille finance des think tanks, d'autres fondations, des hôpitaux, des universités, des laboratoires, etc. Ça c'est évident. Donc
ce ne sont pas ici en France en tout cas, moi je ne vois pas des grands noms du genre Bolloré ou autres qui nous donneraient l'argent, parce que d'abord ces gens-là sont très sollicités. Et ils donnent pas d'argent à des think tanks, ils préfèrent donner pour se faire de la pub. Puis j'ai envie de dire, à la limite, comme souvent les grandes entreprises sont plus dans le capitalisme de connivence que dans vraiment la défense la défense de l'entreprise en général, et qui implique aussi de défendre tous les petites entreprises qui émergent, ceux qui viennent leur faire concurrence en quelque sorte. On peut comprendre qu'ils n'ont pas nécessairement intérêt, en tout cas ils ont peut-être plus intérêt à allouer leur budget à la défense d'idées particulières dans un contexte particulier, plutôt que de manière générale défendre ils sont tellement sollicités, des gens comme Bernard Arnault, comme vous imaginez, ils sont tellement sollicités que je vais vous raconter une petite anecdote. Je dirais pas de qui il s'agit. Quelqu'un a vu il y a quelques années Madame Bettencourt, quand elle était encore on pouvait discuter avec elle, et elle l'a sollicité pour avoir de l'argent. Elle a fait un chèque de 60 €. Voilà, donc ça fait penser au chèque c'est le chèque de Sarkozy pour soutenir la Valérie Pécresse. Voilà, c'est exactement ça. Encore il a fait 2000 € lui. Alors donc c'est quelqu'un qui quand même a été introduit, il me semble d'ailleurs lors d'un déjeuner ou d'un dîner même, chez Madame Bettencourt, donc il a pu obtenir qu'un chèque de 60 €. Donc, à ce moment-là, autant pas faire de chèque. Quand on est Madame Bettencourt, parce qu'un petit donateur qui donne 60 € à l'IREF, là, je suppose qu'il est largement encouragé à le faire. J'ai moi même vu un grand nom de l'entreprise hôtelière française, je dirais pas qui, et je n'ai jamais pu obtenir quoi que ce soit. Voilà, c'est pas ces gens-là. Par contre, j'ai vu des petits patrons, et surtout des anciens patrons, qui m'ont fait des gros chèques. Qui sont totalement connus, même si vous dites, c'est Tartampion, en gros, c'est vraiment... donc c'est pas pour soigner leur image, c'est simplement pour faire mieux défendre leurs idées. Exactement, c'est ça. Et qui ne sont jamais mêlés de ce qu'on écrit. J'aimerais parler du sujet de l'Union européenne et peut-être du Royaume-Uni, parce qu'on en parlait aussi. Quel est le positionnement de l'IREF, ou le vôtre en particulier, par rapport aux bénéfices et inconvénients de l'appartenance à l'Union européenne, qui est parfois qualifiée de très libérale et au contraire parfois qualifiée de monstre bureaucratique? Les Britanniques qui sont partis et qui aujourd'hui se retrouvent, peut-être pas en raison de ça, mais qui sont dans des difficultés économiques particulièrement sévères. Où est-ce qu'ils en sont, les Britanniques? Comment ils peuvent s'en sortir? Alors, nous, on respecte d'abord la décision des peuples, le vote des peuples. Si les Britanniques ont voté pour le Brexit, c'est leur problème. On a une approche de l'Europe thatchérienne, c'est-à-dire qu'on est pour une Europe de la concurrence entre les monnaies. Donc, on n'aime pas l'euro, pas pour les mêmes raisons que l'extrême droite ou l'extrême gauche. Donc, on est pour les monnaies concurrentes, on n'impose pas une seule monnaie. Cela dit, on respecte là aussi les peuples, les votes, là c'est une position personnelle, parce que je suis d'origine roumaine, donc de l'est de l'Europe, et je sais ce que ça représente de faire partie de l'Europe pour que ces pays-là, qui ont été coupés à cause de l'occupation soviétique, à cause du communisme, ont été coupés pendant 50 ans de l'Europe. Donc le fait de retrouver l'Europe, ça a été un soulagement, un bonheur. Oui, mais ils sont les premiers, je dirais pas qu'ils sont les premiers à s'en plaindre, mais justement, c'est intéressant le cas de la Hongrie ou de la Pologne. On voit des pays comme ça qui maintenant critiquent l'Union européenne. Alors là, je suis très critique envers eux, parce que on reçoit de l'argent et on critique en même temps. Il faut pas exagérer non plus, parce que sans l'argent européen, il y a eu plein de choses qui n'auraient pas pu être faites, ni en Hongrie, ni en Roumanie, en Roumanie, on critique un peu moins l'Europe. Mais vous avez aussi l'influence des réseaux russes qui sont extrêmement présents dans ces pays-là, en Roumanie surtout, et qui agitent des partis politiques, qui infiltrent des partis politiques qui sont anti-européens. Et comme souvent ici, l'Europe est un bouc émissaire.
des problèmes nationaux, quels qu'ils soient. L'Europe, l'Amérique, la mondialisation, voilà, tout cela. Et d'ailleurs, on peut retourner au Brexit. Le Brexit, toutes les extrêmes se sont réjouis de la victoire du Brexit. On voit très bien, on a été très prudents parce que j'ai reçu plein de papiers à publier qui étaient très élogieux. C'est un sujet qui a beaucoup divisé chez les libéraux. Oui, tout à fait. Et on voit très bien que le fait d'être indépendant de l'Europe n'est pas une garantie de succès. Parce qu'on a toujours, et on voit, c'est la catastrophe des politiques nationales. Boris Johnson a été catastrophique dans ses politiques économiques, fiscales. Ah oui, mais même parce que moi, la façon dont j'avais vu le mandat de Boris Johnson, c'était que finalement il y avait cette histoire de Covid qui l'avait obligé à revenir sur la pente des dépenses publiques, l'arrêt de l'économie, etc. Mais avant ça, il a pas mené des politiques il a fait une d'ouverture commerciale ou choses comme ça. Il a fait un peu d'ouverture commerciale, mais pas autant qu'il fallait, parce qu'il fallait tout revoir, toutes les liaisons, tous les liens commerciaux du Royaume-Uni. Et puis moi aussi je me réjouissais parce que il y avait des signes qu'effectivement il voulait le libre-échange. Ouais, ça avait l'air vraiment. Ça y est, on va se tourner vers la mer. Mais commerciale. Il a appliqué une politique écologiste pire que celle de Bruxelles. C'est catastrophique sa politique. Et il a mis des taxes, il a mis des énergies vertes, il a un discours énergie verte. On aurait pu Yannick Jadot aurait pu le tenir. Ça a été catastrophique. Ouais, d'accord. Ah oui, j'avais pas suivi cet aspect-là. Et les Britanniques payent cela. Donc aujourd'hui, non, ça a été une mauvaise politique. Il y a eu quelques petites bonnes choses, mais politique fiscale. Il a augmenté les impôts sur les entreprises. Il a fait plein de choses. Et donc ça montre bien qu'il suffit pas de sortir de l'Europe pour aller mieux subitement et c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Voilà, c'est pas parce qu'on sort de l'Europe que ça va mieux. Et n'oublions pas, donc comme je disais, l'Europe est un bouc émissaire. Tout ce qui se passe, alors vous avez remarqué que même des politiques français, quels qu'ils soient, c'est la faute de Bruxelles. C'est la faute de Bruxelles. Donc voilà, c'est à chaque fois, c'est la faute de Bruxelles, alors que c'est leur propre. Non, si la France, si les dépenses publiques françaises sont les plus élevées, les prélèvements obligatoires, c'est pas du tout la faute de Bruxelles. Alors, vous savez, Bruxelles, c'est comme dans les blagues avec j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Bruxelles a imposé, et la France n'aurait jamais fait, des politiques, la concurrence. Oui, dans les télécoms, dans l'aérien, dans le ferroviaire, transport, etc. Voilà, plein de choses. La France n'aurait jamais fait ça, attention. Oui, clairement. Clairement. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, et ça a ouvert à la concurrence plein de secteurs. La liberté de circulation, la liberté de commerce, il y a plein de choses. Le marché unique, c'est bien. Le marché unique, c'est très bien. Et la mauvaise nouvelle, la blague, c'est que, malheureusement, c'est pas une blague, c'est vrai. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a imposé aussi des réglementations, des politiques vertes, voilà, ça aussi, elle a imposé. Oui, c'est pour ça que comme les deux sont vrais, finalement, on a des bonnes raisons dans chaque camp politique de taper sur l'Union européenne. Voilà. On a des bonnes raisons, mais dans le cas de la France, il faut pas oublier que la catastrophe, c'est pas l'Europe, c'est pas Bruxelles, ce sont les énarques, c'est Bercy, c'est la politique fiscale de chaque gouvernement, c'est pas Bruxelles. Et pour juste en revenir 2 minutes aux pays d'Europe de l'Est, est-ce que c'était la bonne manière de les intégrer à l'Europe aussi, de leur envoyer autant d'argent, d'investir autant dans ces pays-là, justement au risque de créer une situation où ils sont finalement peut-être pas reconnaissants de l'argent qui a été versé, mais qu'ils voient en revanche ce qu'on leur impose comme obligation et les aspects les plus stupides qui peuvent exister dans la bureaucratie européenne? Alors, d'abord, il fallait les intégrer parce que c'était un soulagement, et puis, l'Europe et l'OTAN aussi, parce qu'on voit très bien, heureusement. Oui, on va y revenir justement d'ailleurs. La Roumanie, ils aspiraient à ça, et j'aspire toujours. Il ne faut pas croire qu'ils vont voter pour sortir. D'ailleurs, il y a eu des votes, mais ils votent pas contre. Mais leur comportement, effectivement, ils oublient.
comme la France aussi, d'ailleurs. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que la PAC en France, Et c'est ça, c'est que ils reçoivent beaucoup d'argent. c'est un petit peu l'Europe, c'est comme c'est comme l'État selon Bastia, quoi, la grande fiction à travers laquelle on a l'impression de vivre aux dépens des autres pays en l'occurrence. Mais on critique souvent la bureaucratie. Nous ici aussi la bureaucratie de Bruxelles, mais il faut pas oublier qu'il y a moins de fonctionnaires qu'à la mairie de Paris. Donc c'est ça aussi, il faut pas oublier. Donc, mais c'est vrai qu'on exagère avec des réglementations, avec la taille des cerises ou des tomates. Oui, c'est ça. Voilà, ouais. ça c'est pas bien. Ouais. Et il faut pas imposer. Bien sûr, je sais pas, il faut protéger le champagne français, mais ça c'est dans l'intérêt des Français, c'est normal. Mais en même temps, il faut pas imposer des règles stupides. Oui, non, mais par exemple le calibrage des bananes ou des choses comme ça. Je crois que d'ailleurs la France, il me semble-t-il, je crois que je vérifie ça, mais la France avait poussé justement pour un calibrage qui correspondait comme par hasard aux bananes qui venaient des Antilles françaises. Ouais. Bon, donc c'est aussi la porte ouverte à la défense des intérêts particuliers. Mais et justement, est-ce que l'IREF, en tant qu'institut de recherche européen, essaye aussi d'entretenir des liens avec les décideurs européens sur les règles de l'Union européenne? On a beaucoup d'amis à Bruxelles, on discute avec eux, mais on n'est pas aussi gros pour travailler. Il y a beaucoup de think tanks à Bruxelles. Oui, ça c'est vrai, bien sûr. Et non seulement des think tanks, il y a des cabinets de lobbying qui sont extrêmement puissants à Bruxelles. C'est tout à fait légal, bien sûr. Il y en a plein, vous savez. Ceux qui vont à Bruxelles, il y a une rue entière avec des cabinets de lobbying qui sont extrêmement puissants et qui travaillent là-bas très bien. Mais on suit bien sûr ce qui se passe là-bas et on est toujours pondéré. On essaie d'être neutre en critiquant ce qui est critiquable, en disant bravo à tout ce qui est, et je répète, ouverture à la concurrence. Donc au total, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Au total, l'Union européenne, c'est quand même une bonne chose. Non, bien sûr, ça c'est la liberté la liberté. Il faut pas oublier que c'est le commerce. L'Europe fait du commerce avec le reste du monde très très bien. Hein. C'est vraiment une liberté du commerce extraordinaire. Mais il faut vraiment qu'elle abandonne. Et elle va peut-être comprendre, elle a peut-être compris cette manie de réglementer tout. Voilà. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer que certains pays, notamment en raison de leurs difficultés économiques, je pense à la Grèce ou à l'Italie, sortent de l'euro, mais sans faire éclater pour autant l'Union européenne? Est-ce que le sort de l'Union européenne n'est pas malheureusement lié à celui de l'euro? L'euro, effectivement, je pense qu'il fallait pas le faire. Pourtant, aujourd'hui, et j'ai vu d'ailleurs l'autre jour un anti-européen convaincu qui a dit que voilà, mais l'inflation elle est quand même plus maîtrisée grâce à l'euro. Dans un sens, c'est peut-être pas faux, parce que c'est vrai que si les pays, enfin moi l'avantage que je vois dans l'euro, c'était que comme c'était la politique monétaire était censée être plutôt inspirée par les Allemands, effectivement, ça permettait plus aux uns et aux autres de dévaluer leur monnaie et de voler leur peuple par l'inflation. Mais bon, l'ennui, c'est que ceux qui voudraient faire mieux maintenant du point de vue monétaire ne peuvent pas de toute façon. Cela dit, c'est très simple. Tant que les Allemands vont accepter de payer, c'est ce qu'il faut. Oui, en fait, c'est ça. C'est que l'euro, c'est l'Allemagne qui paye en dernier ressort. Pour tout le monde, voilà. Ils ont déjà payé pour l'Allemagne de l'Est, et Dieu sait énormément, et ils paient pour le reste du monde. Tant qu'ils acceptent de payer. Oui, mais là, on arrive à un moment de vérité parce que ça nous fera le lien avec le sujet suivant, qui est l'Europe de l'Est face à l'Ukraine et l'Europe de l'Est face à la Russie. Mais l'Allemagne, là, s'est mise dans une position très difficile où avant, elle avait les moyens de payer, donc c'était qu'une question de jusqu'où je tolère de payer pour des pays qui travaillent pas suffisamment. Là maintenant, elle se retrouve réellement en difficulté économique, notamment face à ces très mauvais choix énergétiques. Est-ce que ça va tenir ça c'est leur faute, voilà, c'est pas l'Europe. Là aussi, c'est notre exemple. Ça c'est leur faute. C'est notre exemple. Mais justement, est-ce que l'affaiblissement de l'Allemagne ne va pas finalement affaiblir l'Europe aussi, et en particulier laisser tomber, de fait, laisser tomber des pays comme l'Italie, la Grèce. Il y a eu déjà là, et là c'était le plus important, et j'aurais dû le dire avant, le Brexit a été une très mauvaise nouvelle pour nous, les Français, et pour l'Europe, parce que c'était les Anglais qui tempéraient un petit peu le côté dépensier et réglementaire. D'accord, les Anglais étant
par définition plus libéraux que les autres. Ouais. Alors si vous regardez avant le Brexit, l'histoire de l'Europe et les décisions à Bruxelles, les Anglais s'opposaient souvent régulièrement aux réglementations excessives, aux dépenses excessives, etc., y compris quand le Labour était au pouvoir à Londres. Oui. Bien Donc sûr. ça a été une très très mauvaise nouvelle. J'avais fait un article sur ce sujet-là. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, effectivement, vous avez raison, si l'Allemagne s'affaiblit, et c'est le cas en ce moment malheureusement, ça va laisser effectivement, ça va mettre un peu en doute des pays comme la Grèce et l'Italie, lesquels, allez, en Italie, il faut quand même, il y a une instabilité électorale absolument terrible, des mauvaises politiques aussi souvent. La Grèce, n'en parlant pas, et après avoir reçu tant d'aide de la part de Bruxelles, on a découvert avec la crise qu'ils payaient jamais leurs impôts, qu'ils déclaraient 3 piscines dans toute l'Athènes, dans toute la ville d'Athènes. Donc voilà, c'est scandaleux. Qu'ils partaient à la retraite à 49 ans. Donc il faut pas exagérer non plus. Oui, bien sûr. Non, c'est pas pour dire en fait que ces pays-là n'ont pas mérité entre guillemets les problèmes qu'ils vont avoir, mais plutôt le fait qu'ils soient dans ces difficultés-là et qu'on ait tenu à les intégrer dans l'euro, probablement par erreur dans le cas de la Grèce, semble-t-il, mais enfin par erreur, en tout cas par volonté politique plutôt que logique économique. Est-ce que ça risque pas justement, si un pays sort de l'euro, de mettre fin de facto à l'euro, et est-ce que le fait de casser cet outil qui était tellement important dans la construction européenne, est-ce que ça risque pas de faire s'écrouler tout l'édifice? À mon avis, si la Grèce sort de l'euro, avec son PIB, ça n'a pas... D'accord. Mais c'est symbolique, mais l'Italie, c'est différent quand même. L'Italie, ça fait partie des premiers pays qui ont intégré l'Europe. Voilà, c'est différent. Mais la Grèce, moins. L'autre sujet d'importance pour l'Union européenne en ce moment, ce sont les relations avec tout le nouveau bloc de l'Est, en quelque sorte. Comment est-ce que vous analysez la situation entre l'Ukraine et la Russie? Est-ce que vous l'avez vu venir plus que les médias français et européens? On l'avait venir parce que moi, malheureusement, je suis né de l'autre côté du rideau. Et en plus, à une époque où c'était vraiment, c'était encore le communisme. Et puis, mes parents ont vécu, ils sont nés en 45, donc ils ont vécu que le communisme jusqu'en 90. Oui, la pire période. Voilà, la pire période. Donc, nous, on a eu la malchance d'être né là-bas, et vous avez eu la chance d'être né ici, protégé par l'OTAN. Et ce que beaucoup de pro-poutinistes aujourd'hui oublient. Et des pro-poutinistes, on en trouve pas mal dans la droite française, me semble-t-il. Exactement. Et ce que je leur dis souvent dans les commentaires que je fais sur le site de l'IREF, et puis c'est dans mes articles, la situation était prévisible parce que Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a fait que des crimes et d'envahir ses voisins, Géorgie, Ukraine d'ailleurs. Et puis il avait dit, on n'écoute pas souvent ce que disent les gens, mais en fait souvent ils annoncent comme ça ce qu'ils vont faire. C'était le cas d'Hitler à l'époque, et Poutine avait dit que l'État ukrainien c'était un accident historique. Exactement. Et c'est un ancien officier du KGB, et c'est un mafieux. Il est entouré de mafieux. Il a ses oligarques qu'il a nourri avec l'argent public, avec l'argent des entreprises. En même temps, il en a mis en prison. À l'époque, ça pouvait être encourageant. C'était fait de manière arbitraire, mais enfin, c'est vrai que... parce qu'il s'est opposé. Mais ceux qui ont été fidèles sont restés, d'autres ont été tués, ont été suicidés, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, ça, ils aiment bien l'empoisonnement, en général. Il y en a plein. Bon, il y en a un qui a été jeté par la fenêtre et d'autres qui a glissé sur son bateau. Oui, c'est ça. Donc là, il y a une multiplication d'accidents. Ceux-là sont les plus connus, mais il y a des journalistes qui ont été écrasés par des camions. C'était une technique soviétique d'ailleurs. Ça se pratiquait en Roumanie aussi. D'ailleurs, les menaces, c'était attention, quand les enfants rentrent de l'école, il y a beaucoup de camions qui passent dans la rue. Donc c'était la menace terrible que pouvait recevoir quelqu'un qui s'opposait. Et finalement, c'est le camion qui lui passait dessus à lui. Et donc il y a Navalny qui est en prison. Donc il y a plein d'opposants qui sont en prison, et des journalistes. Il y a environ 200 journalistes qui ont été tués ou emprisonnés sous Poutine. Donc tout cela était prévisible. L'Europe a été aveugle.
L'Allemagne était aveugle, Madame Merkel a été aveugle. On lui a ouvert les bras. Macron l'a reçu à Versailles, au château de Versailles. On l'a même invité à faire partie de la direction de l'OTAN pour participer aux réunions. Donc tout cela, on a oublié. On a tout fait. On a acheté son gaz, on a acheté son pétrole. On aurait pu dire justement au nom de la liberté du commerce, si le gaz russe était moins cher, ça c'était logique d'acheter du gaz russe. Est-ce qu'il aurait fallu justement aller au-delà de la rationalité économique pour dire on fait l'effort de s'approvisionner en énergie autrement que par le gaz russe parce qu'on sait qu'ils vont l'utiliser le moment venu comme arme de guerre? Attendez, parce que moi je parle de Poutine depuis 99-2000. Ouais. On savait déjà. Il faut pas oublier qu'il a organisé des attentats sur son propre territoire qu'il a attribué aux Tchétchènes. On sait aujourd'hui que les attentats ont été organisés par les FSB. Il a envahi la Tchétchénie c'était un prétexte pour lui pour revenir au pouvoir et pour attaquer la Tchétchénie qu'il a rasée. Oui, en tout cas, je me souviens que ça avait ressoudé le peuple russe autour il a fait campagne. C'est toujours la guerre pour les dictateurs, c'est toujours un prétexte pour ressouder autour de lui, pour avoir un discours nationaliste. Voilà. On a vu le criminel qu'il était, ce qu'il a fait en Tchétchénie. Il a rasé des villes. C'est ce qu'il fait. Maintenant, il détruit des villes et des villages en Ukraine. Donc tout cela, on le savait. Et est-ce qu'il va aller plus loin que l'Ukraine, a priori? Bon, là, et ça a failli. On se rend compte finalement, là, on enregistre je crois qu'on est le 15 ou le 16 novembre 2022. Il y a eu cette histoire de missiles tombés en Ukraine. Il s'avère que finalement, c'est plutôt une erreur de la défense antiaérienne ukrainienne. Mais il n'empêche, la Russie a quand même explicitement menacé déjà la Pologne et surtout les pays baltes. Ils ont menacé, y compris la France. Donc, nos veaux et nos familles. C'est ce que je dis aux poutinistes de service. Par Medvedev, par Lavrov et puis d'autres laquais de Poutine, l'Occident et la France, c'est notre pays, a été menacé par la Russie. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Est-ce qu'on a suffisamment réagi? Et si on n'a pas suffisamment réagi, est-ce que là, par exemple, il faudrait directement entrer dans un conflit armé qu'on pourrait difficilement d'ailleurs supporter économiquement? D'abord, il faut voir que, heureusement que des pays comme la Roumanie ou les pays baltes font partie de l'OTAN. Oui, bien sûr. Sinon, il serait allé. Sinon, il serait déjà annexé. Voilà, déjà, il y a une tension en Moldavie. Il a essayé d'organiser un coup d'État. Vous savez, la Moldavie qui à la fin. Oui, il y a l'histoire de la Roumanie, en fait. Il y a l'histoire de la Transnistrie, c'est ça qui. Transnistrie. Donc, il y a 2 semaines, il a essayé de virer Maya Sandu, qui est la présidente de la Moldavie, qui est pro-européenne, et il n'a pas réussi, heureusement. Et là, comment réagir, c'est votre question, mais comment réagir? Il faut vraiment aider les Ukrainiens à fond, ça c'est sûr. Ils sont héroïques. Oui, ça, je pense que c'est ce que personne ne peut nier, c'est qu'ils défendent courageusement et de manière surprenante. Leur président, il est impressionnant, il a galvanisé les pays alors qu'il aurait pu fuir en février dernier. C'est ça, non, le fait d'être resté à Kiev, s'il était resté, si les Russes avaient finalement fait tomber Kiev, qu'il avait été pris, c'était sa vie qu'il risquait, on peut dire. Il risquait sa vie, donc il risque toujours sa vie parce qu'il peut être assassiné à n'importe quel moment. Avec Poutine, on l'a vu, il peut le faire. Donc ils sont héroïques, ils ont des succès, évident. L'armée russe montre un peu ce que moi j'ai vécu quand j'ai fait mon service militaire en Roumanie sous le communisme. C'est un mélange de corruption, d'alcoolique, de manque d'autorité, de manque d'officiers de qualité et des sous-officiers aussi de qualité. Je vois tout ça et ça me rappelle mon service militaire d'un an là-bas en Roumanie. Ça m'étonne pas. C'est plutôt une bonne nouvelle au sens où finalement l'armée russe, malgré le nombre impressionnant d'hommes et les quantités de matériel, est peut-être moins dangereuse que ce qu'on pourrait croire. Oui, sans les missiles et les nucléaires, c'est une armée du tiers-monde, c'est évident. Vous imaginez si les Ukrainiens restaient, d'ailleurs ils les repoussent. Oui, mais les Ukrainiens, ils ont quand même le renseignement américain, les armes, l'OTAN, etc. Ils n'ont pas autant d'armes qu'ils voudraient, bien sûr. Ils ont. Mais... Parce que ça enlève rien à leur héroïsme, mais ça veut dire que c'est pas l'armée ukrainienne toute seule, en tout cas, qui peut se permettre de tels succès face à Ils se battent. De toute façon, c'est une armée 100 fois plus importante que l'armée ukrainienne. Ils ont été formés. Avant, d'ailleurs, avant ces dernières années, donc ça se voit. Ça montre aussi la supériorité de l'armement de l'OTAN.
La concurrence au sein de l'OTAN, parce que les armes viennent de plusieurs pays, France, Suède, Norvège, Grande-Bretagne. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, parce que personne l'a remarqué comme il faut. Il y a une vraie... cette supériorité de l'armement occidental vient aussi du fait que ce sont des entreprises privées qui sont concurrentes et qui travaillent, qui font la recherche, de l'innovation. Ça, c'est très, très, très important. Et donc voilà, il faut vraiment soutenir à fond les Ukrainiens pour que... Et les sanctions économiques contre la Russie? Parce que souvent, parfois en tant que libéraux, on pourrait se dire, est-ce que c'est la bonne solution de couper le commerce? Parce que finalement, ça fait que radicaliser les opinions publiques. Alors, c'est un débat effectivement entre libéraux. Certains sont pour, certains d'autres sont contre. Continuer à alimenter les caisses de l'État russe et des oligarques avec pour le gaz, pétrole, tout ça, ça aurait été ridicule parce que c'est Poutine qui profite de tout cela, on le sait. Je vais vous donner l'exemple contraire, c'est la Roumanie de Ceausescu, donc sous le communisme, qui bénéficiait de la clause de la nation la plus favorisée. Qui est une clause du point de vue commercial qui lui donne des avantages énormes sur le plan commercial. Donc il n'y avait aucune sanction. Au contraire, il y avait des avantages. Et pourtant, il n'y avait plus rien dans les magasins. Donc tout partait pour le parti, pour les apparatchiks. Donc voilà, c'est l'exemple contraire. Et c'était la pénurie, c'était une catastrophe économique totale dans le pays, alors qu'il n'y avait aucune sanction. Au contraire, il y avait des avantages. Donc c'est le système qui ne fonctionnait pas. Essayer d'asphyxier la Russie. Moi, je trouve que c'est une bonne chose si les Russes comprennent. Beaucoup fuient la Russie en ce moment, on le sait maintenant. Oui, ça fait des mois qu'ils fuient, même avant février. Une partie de l'élite intellectuelle est déjà partie. Il y en a beaucoup en France. Mais en termes de respect des droits de propriété, le fait d'appliquer des sanctions commerciales, ça veut dire quand même, j'interdis à des entreprises françaises d'aller exporter, j'interdis éventuellement d'importer depuis la Russie, même quand on a des choses comme les engrais agricoles ou ce genre de choses dont on a vraiment besoin aussi. Est-ce que c'est pas aussi peut-être nécessaire sur le moment, mais que ça crée un précédent pour encore plus de contrôle de l'État sur le fonctionnement de l'économie? Alors il y a encore des entreprises qui sont là-bas, donc françaises aussi, et puis d'autres. Donc toutes ne sont pas parties. Il n'y a pas vraiment d'interdiction. Il y a des. Ce sont les entreprises qui sont parties d'elles-mêmes, celles qui sont parties. Il y en a beaucoup, effectivement. Vous êtes effectivement, c'est très difficile de prendre ce genre de mesures parce que vous êtes donc dans un pays où sont les oligarques qui contrôlent tout, les entreprises sont d'État, les principales et les plus grosses. C'est une économie de tiers-monde parce qu'elle vit des ressources. Oui, c'est une économie de rente. C'est l'économie de rente, donc des ressources qui sont dans les mains des mafieux, des oligarques de Poutine. Donc si on coupe ça, ce sont eux qui souffrent. Et aussi on peut les pousser parce que comme ce sont des mafieux, des oligarques, quand on touche à leur... on a confisqué leur villa dans le sud de la France, au bord de la... comme ça, c'est une bonne chose de confisquer, donc ils vont se dire, bon, ça va pas continuer à durer. Alors, c'est vrai que les sanctions, il y a des sanctions contre l'Iran, il y a eu contre l'Irak. Mais contre l'Irak, c'était pétrole contre nourriture. Oui, je me souviens, Parce que tout l'argent s'était pris par Saddam et sa clique, comme Poutine. Donc, on donnait, c'était pour le peuple. Mais ils volaient, là aussi. Oui, parce que même la nourriture, ça peut se voler, se détourner, se revendre. Tout à fait. C'est vrai que je suis partagé concernant les sanctions. Mon exemple que j'ai, donc il n'y a pas eu de sanctions en Roumanie et on crevait de faim. Bien sûr. Et les apparatchiks étaient quand même, vivaient très bien. Et Ceausescu aussi. Donc ça, c'est un peu... Alors, détruire le système bancaire russe, tout ça, oui, bien sûr, le système, ça n'a plus aucune valeur. Ne pas pouvoir sortir les apparatchiks du pays, ça c'est très bien de les empêcher. D'accord. J'avais une dernière question peut-être qui est plus centrée sur la France. Donc là on enregistre notre entretien donc à la mi-novembre 2022. L'année s'annonce difficile avec l'inflation, les salaires qui suivent pas, etc. Il y a aussi des questions concernant la réforme des retraites. Comment vous anticipez l'année en termes de climat social?
est-ce qu'il y a des sujets plus particulièrement qui risquent de faire plonger le pays dans une crise sociale comme on en a connu toutes ces dernières années, régulièrement, toutes les quelques années, grève générale, manifestations, répression, etc. En France, il y a souvent des grèves, même s'il n'y a pas de crise, comme récemment à la RATP. Donc, ce sont surtout qui ne sont pas touchés par la crise qui font grève. Donc, Oui, mais là, justement, comme on a une crise qui risque réellement de nous toucher, est-ce que ça va pas faire la même chose qu'habitude, mais en pire? Les gens du privé qui sont les plus touchés parce que ils ont la menace de la perte de l'emploi, ils ont des salaires moins élevés en moyenne, ils ont la retraite qui est moins élevée. Donc ce sont des gens qui ne peuvent pas s'organiser pour faire grève générale. C'est un peu différent. Ce qui me fait peur, c'est la capacité des extrêmes, aussi des syndicats qui sont marxisés complètement en France, de profiter de cette crise justement pour il faut le dire, foutre le bordel encore plus qu'ils ne le font. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Oui, là, il y a le mouvement, je crois que c'est Mélenchon qui lance un mouvement de contestation contre le coût de la vie. Exactement, Mélenchon qui a un programme totalitaire. Oui, ça d'ailleurs, ce qui me rassure, c'est qu'il fait peur même à une partie de la gauche. Oui, donc, mais regardez, les jeunes votent pour lui, donc c'est ce qui est inquiétant. Donc ça m'a fait le plus peur. On est dans un pays où les syndicats ne sont pas modernisés, ne sont contre toute réforme, la moindre réforme, même la CFDT d'ailleurs, et qui sont violents aussi, et qui peuvent, par le fait d'être implantés surtout dans le secteur du transport, SNCF, oui, ils ont la capacité de bloquer vraiment le pays. Ils ont la capacité de bloquer le pays. Ouais. Ils sont très implantés, on a vu. Oui, avec l'histoire de l'essence. Avec l'histoire de l'essence, alors qu'ils sont très très bien payés dans ces sociétés-là, comme Total et autres. Ouais. Et ceci dit, sur ce cas précis, moi, il me semblait tout de même que l'argument de dire il faudrait que nos salaires suivent un peu l'inflation, ça me semble de bonne guerre, ça me semble assez logique aussi. Sauf ils ont déjà des salaires largement au-dessus de la moyenne. Mais ça a toujours été le cas. Et en revanche, leurs salaires n'ont pas suivi les bonnes performances de Total, en l'occurrence, dernièrement. C'est la CGT Total surtout qui a organisé ça, donc alors qu'ils ont des salaires beaucoup plus élevés que les autres. Et en même temps, je suis un libéral, je suis pour la liberté, bien sûr, mais je trouve qu'on n'a pas le droit de bloquer un pays. Mais ça, sur le blocage, moi aussi, voilà, je pense qu'on est tous d'accord. C'est pas une raison de bloquer une rue. Mais sur le fond, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce que les salariés sont pas les dindons de la farce dans l'histoire avec l'inflation, si leurs salaires ne suivent pas l'inflation? Et je sais que l'argument, c'est toujours de dire, faut pas créer cette boucle prix-salaire qui risque de s'emballer. Mais en même temps, justement, est-ce que c'est pas est-ce qu'on demande pas justement aux salariés de se sacrifier pour maintenir l'apparence que ça peut encore aller bien, mais en réalité ils perdent en pouvoir d'achat, ils se font plus mieux en premier. Bien sûr qu'il faut trouver une forme de récompense, ça se fait par le dialogue au sein de l'entreprise, mais que feraient les retraités? Parce que les retraités ont perdu, personne ne va les augmenter. Macron a annoncé, je sais pas, 2% en gros de hausse. Oui. Je parle du régime général, hein. Oui. Donc les retraités ils ne peuvent rien faire. Ouais. Mais bloquer, être violent, ça non, ça il est hors de question de le faire. Il y a partout dans d'autres pays aussi, il y a des grèves, il y a des manifestations, mais peut-être pas avec la même hargne et puis. Oui, ça serait spécifiquement français. Que la France. Rappelez-vous les gilets jaunes. Oui. Les Gilets jaunes, au début, c'était un mouvement contre les taxes excessives, contre les taxes sur l'essence. D'ailleurs, là, il faut ne pas cesser de répéter, c'est l'essence est chère parce que ce sont les taxes qui la rendent chère. Oui, ça c'est vrai que même si l'augmentation actuelle, c'est le prix du baril, mais l'essentiel du prix de manière générale, ce sont les taxes. Mais là, le baril, il est descendu au mois de février. Oui, même prix. Et on ressent moins les fluctuations parce que justement, il y a les taxes. Exactement. Donc ça, il faut pas l'oublier, il faut le dire et le redire. Et puis voilà, les gilets jaunes au début c'était contre les taxes et puis après
après, ils ont été phagocytés par l'extrême gauche, par les syndicalistes, ils ont commencé à demander, on veut plus de mieux, des aides publiques, des aides sociales, et tout cela. Donc ça, c'est un peu ma crainte. Et en revanche, alors pour finir sur une note optimiste, est-ce qu'il y a un thème en particulier qui a plus de chances de capter une partie de la jeunesse ou une partie de l'opinion publique, de la rallier à la cause libérale? Est-ce que ça peut être justement, je ne sais pas moi, est-ce que ça peut être l'inflation, la liberté monétaire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des thèmes qui semblent plus prometteurs que d'autres pour parler aux Français? Je ne sais pas si la jeunesse comprend vraiment très bien l'inflation. Ça dépend. Parce qu'on comprend pas que jeune, jusqu'à quel et je doute fortement qu'ils comprennent la politique monétaire. Mais là, en revanche, ce qu'ils comprennent assez bien quand on leur explique, même très simplement, souvent, c'est la raison pour laquelle, par exemple, ils n'ont pas accès à l'achat immobilier, parce qu'on a fait artificiellement gonfler les prix, et que ce sont finalement les actifs plus anciens et les retraités qui détiennent tout le parc immobilier. C'est quelque chose qu'ils comprennent quand même. Il faut leur dire que c'est normal, parce que plus on est âgé, mieux on gagne, et c'est normal d'avoir... c'est normal dans un sens, mais c'est probablement pas normal que les prix de l'immobilier aient augmenté dans de telles proportions par rapport à l'augmentation de la population. Il semblerait quand même que la création monétaire s'est beaucoup investi là-dedans. On est d'accord pour la création monétaire, bien sûr, mais les prix immobiliers, c'est surtout à Paris. Les autres, c'est pas vraiment... les autres villes, c'est resté... Sauf quelques exceptions, quelques quartiers, même dans des villes comme Lyon, ça n'a pas explosé comme à Paris. À Paris, moi j'habite Boulogne, donc à Paris-Ouest, ça fait exploser. Mais c'est normal. Moi, quand j'étais jeune, je gagnais moins que maintenant. C'est absolument normal. J'ai fait mon crédit immobilier. En principe, oui. Mais est-ce que par exemple la faiblesse des salaires qui sont proposés parfois aux jeunes entrants sur le marché du travail, est-ce que c'est pas pour compenser les salaires qui, pour les travailleurs plus anciens, ont peut-être augmenté sans que leur productivité le justifie? Autrement dit, ceux qui ont gagné plus de salaire, non pas forcément par leur meilleure expérience, mais juste du fait de leur ancienneté. Est-ce que ça fait pas justement de l'argent qui manque pour payer correctement les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail? Alors c'est vrai, mais vous avez l'exemple des États-Unis maintenant. Alors, Dieu sait que je suis pas un fan de Biden parce qu'il fait une politique monétaire terrible et des dépenses publiques énormes. Oui, ça, on n'a jamais autant dépensé. Mais il y a le plein emploi. Oui. Et quand je dis plein emploi, c'est vraiment le plein emploi. Oui, c'est même des tensions sur le marché du travail, on n'arrive pas à recruter. En fait. Mais je vous invite, j'invite les auditeurs à regarder l'évolution des salaires aux États-Unis dans certains États où on cherche la main-d'œuvre. Les salaires, ce qu'on propose aux jeunes, et pas seulement aux jeunes, parce qu'on n'arrive pas, si on n'arrive pas à trouver, on embauche prêt à prendre n'importe qui. On est prêt à prendre n'importe qui. On va voir les salaires qu'ils proposent. Le mécanisme de marché a quand même fonctionné là-dessus. C'est-à-dire les salaires ont vraiment augmenté parce que la demande de travail a augmenté. Il y a des États, dont je me souviens plus, il y a plusieurs États où le salaire horaire, là-bas c'est horaire minimum, a largement dépassé le salaire horaire minimum officiel. D'accord. Quand je dis largement, c'est double presque dans certains États parce qu'il y a tellement d'offres d'emploi que... Oui, donc les salaires assurent quand même l'ajustement. Largement. Donc voilà, c'est ce qu'il faudrait en France aussi. Pour moi, la réponse à votre question, c'est la libéralisation du marché du travail. La libéralisation du marché du travail, ça c'est quelque chose peut-être qui peut parler justement aux jeunes. Moi, je vois autour de moi tous les gens qui essaient de mener des activités en indépendant ou semi-indépendant. Souvent, ils sont plutôt preneurs de plus de flexibilité. Ils sont pas forcément tous à la recherche de l'emploi stable, de jamais changer d'entreprise dans leur vie, etc. Regardez une petite structure comme la nôtre, on a souvent peur d'embaucher quelqu'un en tant que salarié parce que ça coûte cher. Oui. On paye, vous savez, les charges, on paye 2 fois le salaire. C'est ça, Et c'est difficile de se séparer de quelqu'un qui ne convient plus.
C'est comme pour toute entreprise. Alors, les très grosses entreprises comme Total, puisqu'on a parlé de Total ou L'Oréal, ils ont de l'argent, hein, donc ils peuvent se permettre d'embaucher et de licencier parce qu'ils payent, plusieurs mois de salaire. Mais nous, on peut pas. Donc justement soit pour les gens qui lancent des petites entreprises ou pour les gens qui cherchent à travailler comme indépendants pour différentes entreprises, là finalement tout le monde peut se retrouver sur cette opportunité d'avoir plus de souplesse dans les statuts d'indépendants, le fait de pas être tout le temps soupçonné d'être un salarié déguisé, enfin ce genre de choses. Ça peut être un thème fédérateur. Pour moi, c'est le plein emploi qui est l'une des meilleures armes contre l'inflation. Surtout concernant votre question sur les jeunes et les salaires qui sont pas élevés. Quand une entreprise, c'est la loi libérale par excellence, quand une entreprise cherche les meilleurs et puis n'arrive même pas à embaucher ce dont elle a besoin, là, il vous propose 2 fois plus qu'elle vous aurait proposé. Oui, c'est dans leur intérêt, normalement. C'est dans leur intérêt. Bien sûr. Bien sûr que c'est dans leur intérêt. Et puis, quand vous avez des propositions comme ça à 25 ans, 26, 27 ans, c'est quand même intéressant pour vous. D'accord. Où est-ce que nos auditeurs peuvent retrouver les activités de l'IREF? On peut vous suivre sur Internet, peut-être sur les réseaux sociaux. Alors, donc, l'IREF, c'est aussi une lettre quotidienne. Donc, j'invite les auditeurs à aller sur le site de l'IREF, irefeurope avec un e.org, irefeurope.org, et vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre quotidienne, à lire nos articles sur le site gratuitement. Je répète, une nouvelle fois, on ne vit que des dons privés, pas d'argent public, pas du tout d'argent public, et on peut nous faire des dons qui sont déductibles, c'est la loi, il y a des déductions fiscales, donc des dons, quelques euros, voire plus. Oui, ça coûte en réalité qu'un tiers du don. Voilà, c'est ce qui nous aide à vivre et à continuer et à ne pas accepter l'argent public. Et sur les réseaux sociaux, je crois que, moi, je vous suis par exemple sur Instagram. Vous êtes développé dernièrement sur les réseaux sociaux. On s'est développé grâce à ma collaboratrice, Elodie, et on se développe de plus en plus sur Facebook. Sur Twitter, vous pouvez me retrouver Nicolas Lecossin ou IREF sur Twitter aussi, donc vous pouvez suivre sans problème à partir du site aussi, bien sûr, parce qu'il y a les réseaux sociaux. On mettra tous les liens pour les auditeurs. Merci beaucoup Nicolas Lecossin. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Nous voilà donc au terme de cet entretien avec Nicolas Lecossin. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous signale en plus des habituels le lien en description que Nicolas Lecossin est également essayiste et qu'il a écrit un certain nombre d'ouvrages tels que l'obsession antilibérale française ou encore les échecs de l'État, à quoi servent les riches, tout un programme, cet État qui tue la France et plus récemment les donneurs de leçons aux éditions du Rocher en 2019. Enfin, comme toujours, si vous appréciez le travail qu'effectue l'IREF et de la même manière que le travail effectué par Contrepoint, ce n'est financé que par des dons privés, donc n'hésitez pas à leur donner et à nous donner aussi, afin de permettre à ces programmes de continuer le plus régulièrement possible. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un entretien qui, normalement, sauf changement de programme, devrait être consacré au commerce international et au mouvement actuel de démondialisation. Merci à tous pour votre fidélité et n'oubliez pas de consulter contrepoint.org. À très bientôt.